BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. Frédéric Simotel. Bonsoir et bienvenue dans Tech Co, la quotidienne. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h pour évidemment parler de tech, l'actu des startups, l'actu de l'espace aussi. Vous découvrirez ça dans la deuxième partie de l'émission. Mais tout de suite, on va démarrer avec Google qui va lancer son moteur de recherche ou moteur de réponse. En tout cas, un moteur dopé à l'IA et ça va changer beaucoup de choses, notamment pour les sites web. Il le lance en France. On va découvrir ça ensemble. On parlera ensuite d'espace avec Rocket Lab. Oui, on ne les connaît pas très bien. Ils ont racheté Iridium. Ah ouais, ce nom vous dit quelque chose. Ils ont mis 8 milliards sur la table. Mais justement, est-ce qu'ils ont les moyens de leurs ambitions? Et puis on enchaînera avec Trust Me, on restera dans l'espace, qui casse les codes du spatial low cost. Vous allez voir des carburants un peu nouveau genre pour les satellites. On verra tout ça dans un instant. On verra tout ça ensemble avec nos débriefers et tout au long de cette émission jusqu'à 21h. Et bien entendu, on se retrouve aussi en podcast, en replay et sur YouTube. Allez, Tech Co, la quotidienne, c'est parti. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, un débrief de la tech encore avec une forte coloration IA, intelligence artificielle. Oui, c'est quand même la norme depuis presque 4 ans maintenant. Oui, parce que novembre 2022 avec l'IA générative, c'est là où on a vraiment commencé à parler beaucoup d'IA. Allez, on va se lancer avec nos débriefeurs du soir. Claudia Cohen, bonsoir Claudia. Bonsoir. Merci d'être avec nous, journaliste chez Bloomberg. Tu as longtemps couvert tous les secteurs tech, médias au Figaro. Et là, aujourd'hui, chez Bloomberg, c'est plus la partie investissement, finance. Oui, mais toujours avec un œil sur la tech, évidemment. Mais on ne parle que de ça ouais. dans la finance. Avec nous également Alain Goudet. Bonsoir Alain. Bonsoir Frédéric. Merci d'être avec nous, directeur général adjoint de Neoma Business School. Et puis je vous conseille d'aller sur le compte, notamment sur le compte X d'Alain, parce qu'il y a vraiment régulièrement toutes les avancées. Et puis on sait, tu testes un peu beaucoup de ces IA pour toi, pour tes étudiants de Neoma Business School. Et dans un instant, va nous rejoindre Luc Julia. Luc Julia, vous le connaissez bien entendu, expert en IA, en objets connectés. Il nous rejoint tout de suite. Et on va, pour faire vivre l'événement en direct, il arrive directement avec nous, avec ses célèbres chemises. Luc, merci d'être avec nous. Bonsoir et bienvenue. Claudia, Alain, tu les as certainement déjà croisés ici. On est très ravis de t'accueillir. On va démarrer avec la première actu de ce jour. C'est Google qui va finalement lancer sa recherche assistée par IA en France. Alors, c'est une fonctionnalité qui s'appelle AI Overview. Ça va arriver en France dès l'été 2026. C'était déjà évidemment disponible aux États-Unis, des résumés générés par IA qui apparaissent en haut des résultats de recherche. Qu'est-ce que ça va changer, Alain ? On est face à une réintermédiation complète du modèle, puisque tu l'as dit dans le titre, on passe du moteur de recherche au moteur de réponse. Et derrière, en fait, les réponses, évidemment, il y a la problématique de l'indexation du contenu et de la génération du coup de la réponse en direct sur la plateforme de Google, et non pas du renvoi, en fait, du trafic web vers les différents sites, que ce soit les sites d'actualité ou les sites de vente. Et on voit bien que Google avait quand même très peur de la captation par OpenAI à l'époque du trafic web, OpenAI pouvant devenir ce moteur de réponse. Donc du coup, Google essaye de trouver un modèle hybride parce que malgré tout, au milieu de ça, le renvoi de trafic vers le site internet, c'est quand même la martingale qui rapporte énormément. Un peu de pub. Donc il va y avoir un bon équilibre à trouver, sauf que pour le moment, quand on regarde le design des pages, très clairement, Google a fait le choix de mettre tout en haut de la page les réponses directement générées par IA et seulement après les liens sponsorisés et seulement après les liens naturels. Mais voilà, on est face à une reconfiguration de l'activité de Google. À la fois pour nous utilisateurs et puis on va en parler à la fois aussi pour les sites web qui vont avoir leurs réponses qui vont arriver différemment. Les conséquences en cascade sont extrêmement nombreuses parce que évidemment pour nous, on ne va plus quitter nécessairement l'environnement Google pour obtenir la réponse et du coup il y a une baisse quand même très forte qu'on constate déjà au niveau du trafic renvoyé vers les sites d'actualité ou vers différents types de sites internet et du coup évidemment au milieu de ça il y a l'enjeu pour Google de réussir à trouver un modèle économique parce qu'aujourd'hui les sites créateurs de contenu sont aspirés pour entraîner les modèles d'IA mais il n'y a pas nécessairement de rétribution. Donc à l'époque Google avait réussi à enterrer un peu la hache de guerre notamment en France avec les sites d'information en trouvant un mécanisme de compensation. Aujourd'hui sur l'IA il n'y a aucun mécanisme d'annoncer donc il y a une vraie question autour de ça. Et d'ailleurs ça a été tout de suite, alors pas une levée de bouclier mais enfin plusieurs éditeurs de contenu se
sont un peu inquiétés de cette arrivée, Claudia. Oui, et d'ailleurs, la France, c'était un peu le dernier bastion à conquérir pour Google. En fait, déjà, cette fonctionnalité de chat, en fait, pour le search, avait été lancée dans énormément de pays. Moi, j'ai eu l'occasion de la tester quand j'étais dans les bureaux de Bloomberg au UK ou aux États-Unis, par exemple. Quelques enseignements. Le nombre de sources dans les réponses proposées a été doublé depuis plus d'1 an. Donc là, en moyenne, quand vous posez une question, il y a environ, la réponse va puiser dans environ 13 sources. Donc il y a une augmentation là-dessus. Et en fait, en France, le sujet, comme on le sait, les éditeurs de presse notamment sont très actifs, très vocaux en France. Il y a tout le sujet européen des droits voisins sur lesquels la France a été vraiment pionnière. Les droits voisins, c'est en fait comment vous obligez en fait les acteurs de la tech, comme Meta, comme Google, comme Microsoft, enfin tout ce beau monde, à rémunérer en fait les éditeurs de presse pour la reprise de leur contenu. Donc il y a eu des batailles juridiques énormes. Il faut rappeler quand même qu'en 2024, l'autorité de la concurrence française a infligé une amende de 250 millions d'euros à Google sur ce sujet. Et donc en fait, Google était en train de se dire ces derniers mois, comment arriver à pénétrer en fait le marché français. Une des solutions. Ils étaient au UK, ils étaient en Espagne pour dans pas mal d'autres pays. Ouais, je crois qu'il y a plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs déjà de cette version. Et en fait, pour les éditeurs de presse, il y aura une option en fait de pouvoir faire partie ou non de cette version. Donc par exemple, BFM peut dire son site internet, je ne veux pas que mes contenus apparaissent dessus. Après, pour les éditeurs de presse, ça continue à être. C'est de la visibilité. Et en plus, l'éditeur de presse, on n'est pas sûr, vous allez sur le site pour acheter quelque chose, en fait. Et malheureusement, on sait que les gens lisent de moins en moins, quand même, il faut le dire, d'articles de presse. On lit beaucoup de résumés aussi. Et là, sur ce type de modèle, vous allez avoir un résumé. Ouais. Donc, qui empêchera sans doute d'aller vers les autres sites. Ouais. Luc, comment tu vois ça? Merci d'être avec nous encore une fois. Comment tu vois ça? Déjà, est-ce que tu as commencé à l'utiliser? On sait que tu passes ta vie aux États-Unis. J'utilise depuis longtemps, depuis que c'est sorti là-bas aux États-Unis. Franchement, je n'ai pas remarqué énormément de différence. Il y a effectivement le blurb là au début qui nous résume le truc. Il y a 2-3 liens dedans. Voilà. Enfin, je fais rarement attention au truc. Je passe directement au lien comme je faisais avant parce que de toute façon, ça me sert à rien en général. Voilà. Donc, toi, tu continues tes recherches de façon assez classique, on va dire. Oui, je fais pas confiance à l'IA, moi, tu sais. Oui, c'est vrai. On rappelle, le titre de ton dernier livre, c'était IA générative, pas créative. Voilà, c'était ça. Mais voilà, donc du coup, pour moi, utilisateur, en tout cas, ça n'a pas changé grand-chose. C'est des fois en fonction du sujet que je tape, si c'est un truc style plutôt recherche, pas bibliographique, mais encyclopédique, on va dire. C'est rigolo d'avoir l'article directement en haut. Bon, ça va, c'est cool. Mais si je cherche un truc particulier, ou je cherche des liens, ou aller louer des voitures, ou je sais pas quoi, je vais... De toute façon, dès qu'il y a une transaction, tu avais fait une tribune d'ailleurs à l'époque, je crois que c'était dans Challenge, où tu expliquais que, alors à l'époque, alors c'était OpenAI, c'était pas Google, mais OpenAI disait oui, vous allez voir à travers notre site, on pourra acheter. Et là, tu t'es dit, mais attendez, en regardant de près, ça va être un peu compliqué. On va en parler peut-être avec TikTok, parce que ça va être exactement pareil avec eux. Ça va être très compliqué. Mais tu vois, par exemple, pour discuter avec des assureurs, c'est un vrai sujet pour eux parce que tu peux pas acheter directement ta police d'assurance. Mais par contre, les gens, ils tapent leur demande, ils la tapaient dans ChatGPT, dans les autres concurrents de Claude, et maintenant ils vont la taper dedans. Et en fait, pour les services comme les assureurs, ils ont embauché des gens capables en fait de dire on veut que, pour ne pas les citer, par exemple, que AXA apparaisse au-dessus. Enfin, t'as un vrai sujet quand même qui pose question aussi parce que au-delà de l'accès aux services, aux produits, essayer d'avoir le meilleur prix, quand on est sur des services plutôt sensibles, parce que s'assurer c'est assez sensible aussi, les données que tu mets dans le chat c'est assez sensible, ça pose tout un tas de questions. Et l'autre question, et je pense qu'on va en parler aussi, ça va être le modèle peut-être de rémunération du coup pour Google. Est-ce que t'as une pub, comment à un moment, dans quelle mesure la pub va apparaître là-dessus, comment quand tu es une boîte, tu vas essayer de payer pour être bien mis en avant. Il y a beaucoup de questions encore. On est vraiment à l'aube de tout ça.
Oui, puis surtout, là, on est autant avec les moteurs de recherche, on a été élevé à avoir de la pub assez vite. Autant que ces moteurs, entre guillemets, de réponse, pour l'instant, la pub, on la voit pas. Et donc, quand elle va commencer à arriver, on va peut-être commencer à trouver ça un peu enquiquinant. Oui, alors déjà, pour donner des métriques à nos auditeurs, concrètement, moi, sur mon blog, aujourd'hui, les outils d'IA, c'est 15% du trafic. Donc on n'est pas non plus au raz-de-marée, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus le raz-de-marée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur l'histoire de la publicité, on n'a pas le modèle aujourd'hui. Autant on est très habitué effectivement aux liens sponsorisés, à tous les formats de pub existants classiquement, sauf que insérer du sponsorisé dans des réponses d'un chatbot IA, c'est extrêmement compliqué. Il y a des tests qui sont opérés pour le moment. Je crois que ça a d'ailleurs été déployé en partie aux États-Unis, mais voilà, on voit bien que c'est pas déployé massivement, on en est encore plutôt aux phases de test, parce qu'en fait, derrière ça, il y a quand même une problématique de confiance. Aujourd'hui, selon les zones géographiques, on fait plus ou moins confiance à ces outils-là. Typiquement en Europe, on est plutôt en défiance vis-à-vis de ces outils-là. Puis un dernier point, peut-être spécifiquement sur l'outil de Google, c'est que au départ, en fait, c'est une recherche classique qui est faite. C'est-à-dire qu'en fait, on va taper quelques mots-clés à l'ancienne, et on a le AI Overview qui se place et qui fait une réponse plus complète. Ça veut quand même dire que Google complète nécessairement en termes de prompt pour aller faire la requête la moins mauvaise possible. Et là, il y a des choix qui sont opérés, qui sont évidemment complètement en boîte noire. Donc il y a quand même pas mal de questions. Le risque, c'est ça, Luc, c'est d'être entraîné vers des choses dont on... le risque, on le connaît, c'est effectivement, ça fait ce que ça veut. C'est-à-dire qu'on peut donner tous les éléments qu'on donne, ils vont être pris en compte, mais il y a tous ceux qu'on donne pas qui sont pris en compte aussi. Allez, on va passer à un sujet suivant. On va passer des États. Enfin, on était en France, mais avec un acteur américain, et on va aller en Chine. En Chine, c'est Meituan. Alors, Meituan voulait. Alors, si vous êtes déjà allé en Chine, peut-être que vous les connaissez. C'était surtout un livreur de repas. C'était un Uber Eats, ce genre de choses. Et puis ils affirment avoir lancé le plus gros modèle d'IA entraîné à l'aide de puces chinoises. Alors ils disent, c'est une IA sans Nvidia, Long 4 2.0, une avancée qui disent une avancée techno majeure, des puces utilisées, pas du tout des puces utilisées fabriquées en Chine, un cluster de 50 000 puces locales et a priori, ce modèle est assez transformant. Luc, tu as regardé cette... Oui, j'ai regardé, oui. Alors déjà, on peut dire merci Trump. Oui. Parce que c'est ce qui s'est passé. Il rend tout le monde frugal. Si tu veux, c'est Trump numéro 1 ici. C'est Trump d'il y a 6 ans, quand il a interdit donc l'accès aux Chinois aux puces américaines, globalement, pour résumer. Donc ça a fait quoi? Ça a fait que M. Xi a dit... Les gars, on va faire nos puces. Il a mis 100 milliards sur la table parce qu'il faut un peu d'argent quand même pour faire des puces. Et en 6 ans, ils ont réussi effectivement à faire quelque chose où ils ont des puces qui sont, on n'est pas au niveau des GPU de Nvidia, mais on a des puces tout à fait agréables et qui font des choses tout à fait sympathiques comme ça et qui peuvent être des modèles, même si c'est pas des GPU per se, comme on pourrait définir un GPU, c'est largement suffisant pour faire des bons calculs qui ont des gros muscles. Donc, et puis on voit cette puissance de l'IA chinoise qui est en train de monter. Je sais pas, aux États-Unis, j'imagine que les développeurs utilisent bien entendu ces modèles, alors que ça soit DeepSeek, que soit d'autres. Oui, bien sûr. Tu utilises de plus en plus. D'une part, c'est open source. Donc la plupart sont gratuites. Tu peux utiliser sans avoir à payer quoi que ce soit. Donc pour jouer avec, c'est bien. Pour comparer avec les autres, c'est bien aussi. Donc c'est sûr que c'est bien. Mais l'open source fait quand même quelque chose d'autre, qui est que cette boîte noire dont on parlait est moins noire. Pour les données, elle est un peu noire quand même. Mais pour les algorithmes, tu peux quand même aller chercher des trucs où tu peux comprendre des choses. Donc non, c'est très intéressant ce que font les Chinois aujourd'hui. Ils se dépatouillent. Et d'ailleurs, c'est un modèle auquel il faudrait qu'on réfléchisse, parce que si l'autre bouffon, Monsieur Trump, décide de nous couper les vivres d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour le cloud, pour n'importe quoi. On l'a vu qu'il en était capable. Il en est capable, et donc qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait qu'on ait nos industries cloud, chips, et puis l'IA, la bonne nouvelle, c'est qu'en général, on n'est pas trop mauvais. Claudia. Oui, en fait, cet exemple, ce serait un peu une première, parce que tu avais d'autres modèles chinois, pour en citer un, par exemple DeepSeek, sur lesquels... On avait parlé à l'époque de l'effet Spoutnik, là, où DeepSeek avait dit, voilà, nous, avec moins d'argent,
pas autant. Ils avaient dit quelques millions de dollars, mais on pense que ça se chiffrait quand même un peu. Non, c'était vrai en fait, parce qu'ils avaient fait ce qui s'appelle la distillation. Donc en gros, distillation, ça veut dire quoi? Ça veut dire je copie ce qu'ont fait les autres. En l'occurrence, ici, c'était Meta. D'accord. Donc ils avaient distillé les modèles de Meta. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'a fait aussi Musk avec OpenAI. Mais bon, c'est une autre histoire. Bref, et donc ils avaient distillé. Donc effectivement, un Meta qui avait mis à peu près 100-120 millions pour créer leur modèle, l'équivalent donc DeepSeek 2 ans après, en faisant cette distillation, c'était 6,5 millions. Donc effectivement, moins cher, c'était moins cher. Et en plus, l'inférence est beaucoup moins chère. Ouais. Avec des puces Huawei, je crois qu'ils avaient utilisé à l'époque, je crois, notamment. Oui. Et oui, pardon, ce que je veux dire, c'est que d'autres modèles chinois avaient été conçus pour le fait que en fait, ça puisse fonctionner avec des puces chinoises, mais l'entraînement restait sur des puces américaines. Et là, on voit quand même qu'il y a eu un bond absolument énorme. Et cette société, en fait, tu le disais un peu, mais en fait, dès 2023, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a mis en place des équipes pour se préparer à passer en fait sur des puces 100% nationales sur toute la chaîne, et c'est super intéressant. Après, il y a toujours un peu de mystère autour de ça, parce que par exemple, ils n'ont pas voulu communiquer avec quelle puce ils travaillaient, avec quel acteur chinois ils travaillaient. Peut-être qu'ils vont le faire. Moi, j'ai cité Huawei parce que c'est vrai qu'on sait. Oui, mais en fait, tu vois, j'ai regardé, ils ont pas dit, tu vois. Alors, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a toujours un peu de mystère. Et effectivement, nous, nous Européens, si jamais on devait faire ça, est-ce que c'est un peu trop tard? Est-ce qu'on peut encore y arriver? En tout cas, effectivement, on voit globalement que tout ce qu'a subi la Chine en termes de sanctions commerciales, on le voit encore plus dans le domaine de la tech, mais même dans le domaine financier. Aujourd'hui, en fait, elle récolte tous les fruits des punitions qui avaient été mises sur... Là, ils sont pas les questions de la souveraineté, puisque de toute façon, ils sont forcément, par défaut, ils doivent être souverains pour s'en sortir. Complètement. Mais eux, ils ont une chose, à part qu'ils aient donc Xi qui peut décider comme ça, de dire les gars, on fait ça, point à la ligne. Bon, ça, nous, ici en Europe, on n'est pas capable de faire ça. Oui, et puis le gouvernement, s'il met 100 millions, personne ne va lui dire pourquoi vous mettez 100 millions. Et donc l'autre, c'est effectivement les milliards. Et donc, il peut mettre 100 milliards quand nous... nous, on essaie de baisser, de monter légèrement l'âge de la retraite. En France, on est déjà poursuivi par tout cela. Alain. Deux commentaires là-dessus. Un, c'est quand même assez marrant qu'un livreur de nouilles se mette à faire de l'IA. Oui, c'est vrai. C'est quand même pas du tout le business d'origine de la société qui, tout d'un coup, se met à entraîner Amazon, des modèles. Alibaba étaient des e-commerçants. Mais je trouve ça assez intéressant parce qu'à mon sens, du point de vue de la Silicon Valley, c'était pas forcément attendu comme ça. Le deuxième élément, et Luc l'a très bien dit, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout la même vision. C'est-à-dire qu'il y a une vision politique chinoise extrêmement assumée qui est l'autonomie complète sur la pile complète de l'IA, donc incluant le hardware jusqu'au modèle et à l'éducation, les talents, etc. La Chine veut être en maîtrise de l'intégralité de la chaîne. Accessoirement, c'est aussi le modèle américain. En Europe, nous, pour tout un tas de raisons, on n'a pas ce modèle-là by design et on peine un peu à enclencher la deuxième pour se dire ça serait bien qu'on gagne en indépendance sur un certain nombre de sujets. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on constate quand même qu'ils revendiquent effectivement un modèle de très haute capacité au regard d'un certain nombre de benchmarks, mais on parle quand même que de 50 000 puces, ce qui aujourd'hui, quand on regarde les standards, on va dire plutôt américains, on est plutôt sur du 300 000. Alors, on ne sait pas trop les puces, donc c'est compliqué de comparer. C'est souvent moins bon, justement, quand GPU. Exactement. Donc, normalement, en plus de ça, on est plutôt sur des puces qui correspondent à ce qu'il y avait il y a... Ils ont des machines ASML, mais d'anciennes générations. Et donc, il y a quand même... Donc, il y a à la fois une indépendance et une autonomie forte, mais plutôt sur des générations de puces. Alors, j'ai plus en tête le niveau de gravage de la puce. Gravure, Je crois qu'aujourd'hui, en gravure, ils doivent être à 5 nanomètres, là où aux États-Unis, on est à 3, et en fait 3 ils n'y arrivent pas. Enfin voilà, il y a des trucs un peu compliqués comme ça. Et puis même on n'a pas de notion de leur consommation d'énergie. Peut-être que ça fait mais non, mais alors là-dessus, la Chine est numéro 1 d'installation de systèmes d'énergie renouvelable. Donc aujourd'hui, en fait, quand on regarde au niveau électrique, en fait, c'est l'électricité du data center est parmi les plus sales au monde. Mais en fait, c'est en train de bouger. Mais c'est l'avantage de Xi Jinping, quoi. La vision, elle est claire, c'est AI first sur toute la pile et en étant vertueux. Donc il déroule.
Nous, on a la capacité de faire un certain nombre de choses, mais pour le moment, on n'a pas encore cette vision politique assumée. Il y a des tentatives, un peu à droite à gauche, mais il faudrait quand même avancer un peu plus rapidement. L'avantage de la dictature, encore une fois là, et je ne fais pas l'apologie de la dictature, mais l'avantage d'une dictature ici, c'est pour l'électricité, justement, on a vu il y a à peu près 5-6 ans, quand Xi a dit, les gars, on arrête de faire du mining de Bitcoin, oui, parce que c'est en train de bouffer l'électricité des villes que je peux plus alimenter, parce que c'est en train d'alimenter les data centers qui font du Bitcoin. Donc c'est un choix. Bon, c'est une décision, poum, on arrête les bitcoins, et on a vu ce que ça a fait. Ça a fait qu'effectivement, maintenant, il a pu alimenter ses villes, et effet de bord, il a pu alimenter aussi, du coup, ces data centers qui sont aujourd'hui, effectivement, dans les plus frugaux du monde. Et puis, eux, ils sont aussi, ils développent l'IA pour l'industrie. Enfin, c'est vraiment dans cet esprit-là. Là où les Américains, longtemps, parlaient de, alors, je ne sais pas s'ils en sont toujours là, mais c'était, on va aller vers l'IA générale, le cerveau va ressembler à l'IA, etc. Et les Chinois ont un côté beaucoup plus pragmatique. Qui a besoin pour la recherche, pour l'industrie? C'est les robots, c'est les voitures, voilà. C'est quand tu vois ce qu'ils développent avec les IA, c'est magnifique. Pour rebondir sur le marchand de nouilles qui fait des puces, quand on voit Xiaomi qui nous sort une voiture, oui, la SU7, là, si vous la voyez, ça fait pleurer. Les gars, il y a 4 ans, ils n'avaient jamais fait de bagnole de leur vie. D'accord, c'est des téléphones, peut-être très bien, j'en sais rien. Mais bon. Alors, au CES, j'ai vu en un an un fabricant d'aspirateurs, des robots aspirateurs. Et là, au CES, voiture sur leur stand, et puis puis une vraie voiture, quoi, pas juste un concept car ou. Non, mais ça. En volume de recherche, aujourd'hui dédié à l'IA, le numéro 1, c'est la Chine. Si on regarde la recherche scientifique en termes de production scientifique autour de l'IA. Alors, je voulais vous entendre aussi, justement, on parle d'IA, on parle de composants, et justement, il y a les 3 géants de la mémoire, la Samsung SK Hynix, donc Corée du Sud, Micron, américain, qui sont accusés d'avoir orchestré une pénurie de DRAM pour gonfler leur marge. En gros, je le dis rapidement, tout le monde a besoin de mémoire, de RAM, alors il y a aussi la mémoire HBM, et les plus gros demandeurs aujourd'hui, c'est ceux qui font de l'IA, et du coup, ces 3 acteurs ont compris qu'ils pouvaient le vendre beaucoup plus cher à des acteurs de l'IA, donc ils leur réservent les plus belles bêtes, les plus beaux produits, et puis ceux qui construisent des PC ou des équipements électroniques se retrouvent à payer très très cher cette RAM. Donc il y a une action collective qui a été déposée le 25 juin 2026 devant un tribunal fédéral de Californie pour une entente illégale. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire pour l'instant, c'est du supposition. Du coup, que les prix ont été gonflés artificiellement jusqu'à plus 700% quand même. Ils contrôlent 90% du marché. Plus 90% du marché. Et ceux qui en auraient subi les frais, in fine, ce que dit la plainte, c'est les consommateurs. Parce que par exemple, quand tu regardes l'industrie du jeu vidéo, quand tu regardes ta Xbox, en fait, les prix ont augmenté de 150 €. Oui. On a vu récemment les annonces d'Apple sur les énormes augmentations de prix. Et en fait, c'est tout l'objet de la plainte, en disant qu'en fait, ils ont limité l'offre en disant que ils avaient pas assez d'offres et que par conséquent ils ont augmenté les prix alors que ce n'était pas justifié. On va voir comment ils se défendent. Pour l'instant, les entreprises ont dit qu'elles avaient pris note, qu'elles étudiaient la plainte, etc. Et ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'il y a un passé pour certaines de ces entreprises qui sont accusées aujourd'hui. Il y a 20 ans, elles avaient déjà été accusées aussi d'entente en fait illégale, parce que c'est de ça dont il s'agirait, d'entente illégale entre entreprises dominantes sur un marché, et qu'elles avaient été condamnées à plusieurs dizaines de millions d'euros d'amende, donc 2 millions de dollars d'amende. Donc est-ce que c'est le cas? Est-ce que l'enquête arrivera à le prouver aussi? Parce que c'est ça le sujet. Et puis des sujets d'entente illégale, il y en a dans toutes les industries. Et puis c'est difficile. Ouais. Et puis autant la GPU est compliquée à construire, la RAM, la DRAM, c'est un peu plus simple, mais on voit mal quand même une diversification de ce marché quand on a 3 acteurs qui occupent 90%, Alain. On ne voit pas un 4e, un 5e, un 6e acteur arriver pour bâtir des usines, récupérer la logistique, récupérer les matières premières. Ce qui est sûr, c'est qu'en soi, c'est pas un avantage stratégique dingue. Ouais. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué à imaginer. Maintenant, effectivement, quand tu as 3, tu maîtrises 90% du marché mondial. C'est vrai que ça peut être tentant d'organiser de la rareté sur le produit que tu vends. Parce que mécaniquement, et ça c'est le fonctionnement des économies modernes, évidemment, qui dit rareté dit prix qui augmente. Après, il y a quand même un appel d'air extrêmement fort
de l'industrie autour de l'IA. C'est-à-dire qu'on est quand même face à une nécessité de hardware. C'est vrai pour la mémoire, mais c'est aussi vrai pour les GPU, qui a engendré quand même de la difficulté d'approvisionnement sur les marchés grand public, parce qu'il y a eu la même sur les cartes graphiques et les GPU. Donc voilà, faut effectivement réussir à démêler le vrai du faux dans cette affaire. Et je crois que la preuve va pas nécessairement être simple à amener de manière complètement tangible. Alors, qui aurait dit là pour nous trois, là, je mets Claudia de côté, mais pour trois plus anciens, qu'un jour on parlerait de RAM comme d'un marché stratégique. Non, mais c'était alors quand on était jeune, on se battait pour développer, pour avoir le plus de RAM sur son PC, mais se dire qu'on serait dans une guerre géopolitique incroyable, Luc, c'est fou. Alors comment tu vois justement ça? Moi, je vois rien. Là, franchement, j'en sais rien. D'accord. Tu sens une inquiétude, évidemment, toi, parce que tu rencontres régulièrement des industriels, évidemment, du secteur, notamment aux États-Unis. Tu sens cette inquiétude forte? Il y avait de l'inquiétude du GPU, on va dire, il y a quelques mois. Ça va un tout petit peu mieux parce qu'on a diversifié un peu les GPU entre le game, entre les jeux. Et le CPU, chacun sorti les TPU qui ont sorti les uns les autres. Par contre, on n'a pas de solution. En fait, la solution d'une vraie puce IA, c'est pas un GPU. Ouais. Il faudrait faire autre chose. Et on a essayé plein de trucs déjà, ça a toujours pas bien marché. Mais la réalité, c'est c'est là qu'il faut innover. Dans la mémoire, on va pas vraiment innover. Il y a un problème aujourd'hui. Il y a un problème. Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il n'est pas réel? Est-ce qu'il est fait par nos amis coréens et autres? J'en sais rien. Mais on verra bien. Là, vraiment, moi, j'en sais rien. Surtout qu'on se demande bien, à part des amendes colossales, on se demande bien ce qui peut se passer si c'était... Alors déjà, réussir à prouver qu'ils se sont entendus. Ça c'est pas si compliqué que ça, quand même, parce qu'à un moment donné, il y en a qui parlent. Et surtout, si tu fais un peu d'incentive, tu vois, pour les faire parler, il y en a qui peuvent parler. Qui trouvera le mail qu'il faut. Tu as toujours un des trois, ou enfin, si je compte que trois ici, tu as toujours un quelque part qui dit, bon, ok, moi, si je te dis quelque chose, est-ce que je sors un peu du truc, tu vois? Donc, ça sera pas Samsung. Il a témoigné. Mais d'autant qu'on est aux États-Unis, donc en fait, tout ça se résout avec un gros chèque. C'est quand même ça à la fin de l'histoire. Donc, mais chèque, il sera toujours beaucoup plus petit que si c'est vrai. Ils auront gagné de tout ça. Ce qui est fou, c'est qu'on entend tous, j'entendais SK Hynix, parce que SK Hynix et Samsung ont annoncé des plans à 1000 milliards. On en a parlé hier soir, vous pouvez le réécouter en podcast. Donc des plans à 1000 milliards pour leurs usines autour de tout ça. Ils disent, on est parti sur 10 ans de croissance de l'IA, donc de tous ces besoins, donc de pénurie. Enfin voilà, trouver d'autres acteurs qui vont pouvoir rentrer dans la danse, ça va être compliqué. Il faut faire attention aussi parce qu'il y a pas mal de marketing dans l'histoire aussi. Donc, il y a beaucoup de communication, donc bon. Attention, bientôt il n'y en aura plus beaucoup. Achetez vite. Ouais, c'est ça. C'est qu'il vaut mieux acheter maintenant parce qu'on ne sait jamais. Et prépare-toi dans 2 ans parce que dans 2 ans, donc on n'en sait rien. Tu sais, je pense que la keynote d'Apple il y a 3 semaines était quand même intéressante pour un truc. C'était le retour sur Terre d'Apple, déjà pour commencer, retour dans le domaine IA d'Apple qui leur pas fait de mal parce qu'ils étaient un peu partis, je sais pas où. C'est un retour sur Terre. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est l'annonce des IA hybrides. Et ces IA hybrides qui vont plus avoir tellement besoin forcément de ces énormes fermes de puces, mémoire, etc. Donc de data centers. Et quand on voit aujourd'hui le nombre de data centers, on a entendu en Europe, là encore, vous avez annoncé 75 milliards d'euros, je ne sais quoi, pour la France. Première tranche, 40 milliards dans le nord de la France. Donc bon, c'est très bien. Aux États-Unis, Trump décide de faire 1000 data centers au charbon. Super. Mais est-ce qu'on va en avoir besoin vraiment? Je ne suis pas sûr. Et puis moi je me dis toujours que peut-être qu'il n'y aura pas un 4e acteur qui va sortir du bois, peut-être qu'on verra un Chinois, on verra quelques-uns émerger, mais je me dis toujours qu'on s'est pas posé la question aujourd'hui de la RAM parce que c'était à profusion. Il y a bien quelqu'un qui à un moment va dire j'ai trouvé un petit système pour économiser dans une couche logicielle où je vais utiliser un peu moins de RAM. On l'a tous. Moi quand je débarrais mes études, on programmait sur des puces embarquées. Il fallait être frugal parce qu'il n'y avait pas de cloud, il n'y avait rien du tout. On a perdu la frugalité, on a perdu la contrainte parce que comme on est en abondance,
on se dit, on s'en fout, on n'optimise plus. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, si on veut commencer à parler de frugalité, à faire attention à l'environnement, au fait que ça prend des ressources, si on commence à faire cette hybridation dont je parle, l'hybridation, par définition, ça veut dire qu'on va ramener des trucs downstairs, en bas, là, et donc on va pas avoir toutes ces ressources, et il va falloir se calmer un tout petit peu dans la programmation où on fait n'importe quoi. Et puis la programmation, alors là c'est un autre sujet, mais j'en profite pour lancer un petit pic. C'est vrai qu'on a tous fait enfin tous, beaucoup avoir programmé en C, en C++, avec une gestion de la mémoire. Allez, on y allait gaiement, et aujourd'hui, c'est pas par hasard qu'on trouve plein de failles de sécurité grâce au... voilà, c'était la petite parenthèse. Allez, on marque une courte pause, on se retrouve juste après. Claudia Cohen, Luc Julia, Alain Goudet, merci encore d'être avec nous. Nous, on est encore ensemble pendant 1 heure, mais avec encore pendant une grosse demi-heure avec nos experts. On a beaucoup de sujets, on va partir dans l'espace avec Rocket Lab, TikTok qui se mue en super app, et puis on reviendra aussi sur un sujet Tidal, tiens, on ne connaissait peut-être pas, qui coupe le robinet des royalties pour la musique 100% IA. C'est un sujet assez intéressant, repéré par Léa Benaïm, que l'on retrouvera pour le Tech Flash à 20h30. Allez, on se retrouve dans un instant. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Allez, on est reparti avec notre débrief de la tech. Claudia Cohen, journaliste chez Bloomberg. Luc Julia, qui nous fait l'amitié d'être ici ce soir avec nous, expert en IA, objets connectés. Et bien entendu, auteur des livres que vous pouvez retrouver sur les meilleures librairies en ligne, mais aussi en papier. On peut toujours y aller. Et Alain Goudet, directeur général adjoint de Neoma Business School. Je suis perdu dans mes fiches, mais je vais m'y retrouver. On va parler de ce premier sujet sur TikTok. Voilà, j'y arrive. TikTok qui veut se muer en super app. Raconte-nous un petit peu ce que TikTok veut faire. En fait, ils ont lancé un service sur lequel tu peux réserver tes vacances, des loisirs, sans jamais quitter l'application. Et en fait, donc tu fais ta recherche et tu restes sur l'application jusqu'à la phase finale de paiement. Ils se sont mis en partenariat avec plusieurs sites, comme par exemple Booking, Expedia. Et donc, en fait, de A à Z, tu restes sur l'application. Avant, tu sais, moi, personnellement, je n'ai pas TikTok, mais on pouvait aller dessus et chercher un resto à réserver, chercher des idées de vacances. Là, en fait, tu peux tout faire. Et l'idée, en fait... Tu peux payer aussi ? Tu peux payer, mais du coup, via le partenariat qu'ils ont avec... parce qu'évidemment, ils n'ont pas leur propre service de paiement, mais avec leur partenariat Booking et autres, tu peux payer, en fait. Donc, c'est vraiment une chose de A à Z sur l'application. Et en fait, c'est super intéressant parce qu'on en a beaucoup parlé sur ce plateau plein de fois. C'est un peu la volonté pour TikTok d'essayer, comme d'autres réseaux sociaux essayent aussi, de faire une super app. Parce que... Il me semble qu'un certain Elon Musk en avait parlé à l'époque. X va être la super app. On l'a pas vu pour l'instant. On l'a pas vu, et c'est vrai que tu as le côté où TikTok a un peu détrôné Instagram dans ce qui est recherche de loisirs, de divertissement, etc. Mais à chaque fois, tu devais sortir de l'application si tu voulais booker. Et là, c'est un moyen intelligent de garder les gens dessus. Et en fait, moi, je pense que c'est que le début de ce que peut proposer TikTok. Là, j'ai cité certains services que tu peux booker, mais demain, il y aura sans doute beaucoup d'autres choses aussi. Et en fait, ça montre que aujourd'hui, tout le monde se fait concurrence dans l'économie de l'attention. Et en fait, un site directement comme Booking, ça représente aussi une certaine concurrence pour TikTok. Et à côté, dans ce nouveau service qu'a lancé TikTok, tu peux aussi, par exemple, ça, il avait sorti un peu avant, mais du coup, c'est accessible aussi maintenant. Tu peux, par exemple, visionner des espèces de très courts métrages de 5 minutes. Il y a aussi, ça, il l'avait lancé aussi il y a quelques mois, des petits jeux vidéo, mais tu vois, comme ça. Le but, c'est de nous maintenir dedans. Le but, c'est de te faire rester toute la vie sur TikTok. Et peut-être d'aller fidéliser aussi une audience un peu plus âgée aussi. 16 milliards de ventes aux États-Unis en 2026, TikTok. Et d'ailleurs, TikTok Shop a généré 16 milliards de dollars de ventes. Et d'ailleurs, c'est pour ça un petit peu que cette grande bataille que l'on suivait, TikTok, Donald Trump qui voulait que TikTok ne soit plus aux États-Unis, soit pas sous pavillon américain, au moins sur cette partie-là. On comprend un peu derrière le business de tout ça. Et puis on voit, quand on parle super app, on pense à qui ? On pense à WeChat en Chine qui maîtrise tout ça.
Par contre, Luc, je reviens sur. Alors là, je reviens au début de l'émission. Tout à l'heure, je disais que tu avais fait une tribune à l'époque dans Challenge où tu expliquais justement que c'est pas aussi simple quand on est un réseau social de dire tiens, venez chez moi, réservez votre hôtel et puis une fois que c'est réservé, payez-le. Mais là, il faut des licences, faut des. C'est ce qu'a fait et abandonné OpenAI au mois d'octobre-novembre l'année dernière. OpenAI avait tenté de faire une super app et de te faire acheter des trucs. Et donc, ils avaient aussi lié des partenariats avec différents. C'était surtout des systèmes de paiement avec qui ils avaient lié des partenariats. Et ça n'avait pas marché pour une raison simple, en fait, aux États-Unis. C'est que chaque comté. C'est même pas l'État, c'est le comté. Qui correspond au canton chez nous. Chaque canton, et donc il y a des milliers de cantons aux États-Unis, chaque canton a sa taxe particulière. Et donc il fallait qu'ils aient des représentants dans chaque canton aux États-Unis. Oula, ouais. Donc bon, terminado. Donc ça a été rapide. Donc après ils se sont dit on va faire des partenariats effectivement plus avec on va monter un peu dans dans l'écosystème, dans la chaîne de valeur. Donc on va faire des partenariats avec des gens qui sont déjà installés dans des spécialités et qui peuvent avoir des systèmes de paiement comme Booking et tout ça. Des gens ça ou même vraiment des spécialistes vraiment dans des domaines particuliers. Mais c'était au moment aussi en novembre-octobre l'année dernière, ça se passait moyen pour Altman il a tout abandonné et ils ont complètement laissé tomber leur super app. Ça veut dire, Alain, aussi qu'autour de cette super app, il y a aussi des défis juridiques, réglementaires, ce que vient de souligner Luc. Mais on se dit quand même que c'est une transformation qui change la donne. Alors, il y a énormément de défis. Il y a effectivement déjà des défis techniques, juridiques, réglementaires. Et puis, il y a aussi la clarté du business model. Typiquement, OpenAI a aussi abandonné ce sujet pour se recentrer sur une approche très B2B autour de l'IA, génératrice de valeur, en se transformant en quasi ESN pour accompagner les entreprises sur des aspects professionnels qui génèrent quand même un peu plus de valeur que du B2C, un peu ouvert à tout le monde. C'est pourquoi il est arrivé d'ailleurs Fijissimo, il est arrivé pour mettre tout ça en place. Donc c'est vrai que pour OpenAI, ça a été un gros recentrage en fait, tout simplement sur leur cœur d'activité. On rappelle quand même qu'il y a leur fameuse introduction en bourse qui ne cesse d'être retardée, mais il y a un peu de rationalité qui a été mise. Concernant TikTok, je rejoins ce que disait Claudia, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit bien qu'on est sur la guerre de l'attention. Les gros acteurs que sont, on évoquait Google là au début de l'émission, ou TikTok ou d'autres qu'on pourrait citer, en fait se livrent une bataille sans merci pour que, à partir du moment où on est sur leur interface, on y reste, si possible, le plus longtemps possible, parce que qu'est-ce qui se passe derrière ça ? Il y a tout simplement plus de données qui sont collectées, et donc un meilleur profiling, la capacité d'entraîner d'ailleurs des modèles d'IA, et donc finalement d'accroître encore la capacité à mener cette guerre de l'attention. Et il n'y a pas un risque de dilution aussi de l'expérience utilisateur un petit peu, parce que TikTok, on est habitué, pareil, moi j'ai pas de compte TikTok, ou très peu, via BFM Business, mais on est habitué à des vidéos courtes, là tout d'un coup, ça change un petit peu. Ça change, mais à la fois, il y a un changement pour TikTok, mais on peut imaginer quand même mettre en avant l'expérience du voyage, de l'hôtel, c'est assez facile à raconter. Après, est-ce qu'ils pourront étendre ce type de choses à énormément d'activités de business ? Bon, au bout d'un moment, si tu vois une vidéo d'une minute ou de 2 minutes, quelqu'un qui tond sa pelouse, je suis pas certain que ça soit démesurément passionnant. Donc, il y aura clairement quand même un sujet de maintenir l'expérience d'origine, on va dire, sur TikTok. Et puis, l'autre aspect, c'est que il y a quand même des enjeux aussi pour les Booking, Expedia ou d'autres sites, parce que eux aussi perdent un peu d'attractivité, parce que finalement, ça n'est pas sur leur site où vont se dérouler le visionnage des fameuses vidéos de voyage, de tourisme et je sais pas quoi. Donc voilà, on est de nouveau sur cette guerre de maîtrise de l'audience, maîtrise de l'attention, durée d'attention, avec un seul enjeu qui est quand même maximiser la data qu'on peut collecter. Et puis, tu as un vrai sujet aussi, parce que là, TikTok cartonne depuis des années, mais tu as aussi un sujet de quand tu es un réseau social, tu as le risque de demain n'être plus à la mode, en fait. Enfin, ce qu'on a vu avec Facebook, alors il y a d'autres usages aujourd'hui, mais tu as quand même un vrai sujet de génération, d'être un jour disrupté par rapport exactement. à un autre et puis réseau. En fait, tous les 5 ans, il y en a quand même un nouveau qui arrive, avec un nouveau concept aussi, parce que là, TikTok, c'était un peu le concept de la vidéo
vidéos courtes. Oui, du divertissement et tout ça, où tout d'un coup on se retrouve il va gérer notre vie. Ouais, mais je pense qu'ils sont obligés, parce que tu peux pas prendre le risque de te reposer sur tes acquis en disant que les gens continueront à aller sur ton application pendant des années pour l'offre de contenu que tu fais. En fait, c'est pas vrai. Demain, je te parie que dans 5 ans, il y a un autre réseau social qui sera arrivé, que certainement tes enfants utiliseront. Enfin, du coup, ils sont forcément obligés. Je me dis, quand tu es au top de ta forme, comme ils sont actuellement, d'essayer d'innover, de lancer des trucs, quitte à se casser la gueule peut-être sur un ou deux trucs, tu vois. Mais moi, je trouve que personnellement, c'est une très bonne stratégie. Et aussi, tu parlais tout à l'heure de la difficulté en fait de demain, tu peux pas devenir un service financier comme ça. C'est vrai, c'est pour ça qu'ils font en Europe, aux États-Unis des partenariats avec les sites qu'on a évoqués. Et par contre, ce qui est intéressant, je pense à noter, c'est qu'au Brésil, ils ont demandé en fait une licence fintech. Et là, c'est très très intéressant parce que quand tu regardes des acteurs comme Revolut, eux, ils se sont différenciés aussi des acteurs bancaires traditionnels par la simplicité de l'expérience usagée que tu avais, et aussi par le fait ils te proposent un abonnement à X euros par mois avec dedans un bundle, tu as ton abonnement à Amazon ou à Netflix. Enfin, tu vois, aujourd'hui, tu es obligé en fait de proposer plusieurs services, et peut-être qu'au Brésil, ils ont fait 2 demandes, ils sont en attente aujourd'hui. Si jamais ils obtiennent leur licence, ce serait quand même un énorme marché potentiellement qui pourrait faire guise de premier test de est-ce qu'ils pourraient proposer ce type de service financier demain. Et puis, j'imagine, Luc, aussi, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, trouver les partenaires. Voilà, on peut être partenaire quand on est TikTok, quand on commence à dire, c'est grâce à nous, vous allez louer vos bookings, ce genre de choses. Là, il faut redéfinir tout ça. Ouais, il faut redéfinir, et puis il faut que tu en fasses énormément pour couvrir le spectre que tu veux couvrir, quand tu as plusieurs milliards d'utilisateurs. Oui. Je veux dire, il faut que tu couvres plein de pays différents, qui ont plein de services différents, où les gens veulent plein de trucs différents, donc plein de choses différentes. Donc, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Et puis, sans compter la sécurité des données. Tu vois, si on est en France, Alain, autour du RGPD, là, il faut faire attention à ça. Mais dans d'autres pays, c'est d'autres régulations. De toute façon, oui, là, on parle bien de la division américaine de TikTok qui démarre là-dessus. Donc, est-ce que ça sera réellement étendu à tout l'écosystème TikTok ? C'est pas sûr non plus. Donc, mais oui, il y a énormément en fait de contraintes réglementaires. Mais au-delà de ça, il y a vraiment. Moi, je crois que dans cette transformation, c'est surtout que TikTok se dit, c'est une affaire de génération. Aujourd'hui, j'ai une génération assez captive sur ma plateforme qui vient naturellement me voir. Je vais essayer de rentabiliser cette génération-là, cette audience-là, le plus possible, en testant tout un tas de fonctionnalités. Il y aura effectivement peut-être des choses qui vont fonctionner, d'autres moins. Mais l'enjeu, c'est quand bien même ça dure le temps d'une génération, un business model que tu es capable de développer sur 20 ans parce que tu as une audience captive, ça reste un bon business model. On va pas se mentir non plus. Donc, quand bien même il y a un nouveau réseau, imagine dans 5 ans un réseau social européen. Génial. Ouais, moi, je me demande toujours, j'attends toujours Spotify. Alors, Spotify, on le fera jamais. Moi, je me dis, mais Spotify, vous devriez y aller. Oui, j'allais te dire, tu les as appelés. Parce que... à chaque fois, je leur dis, mais ils disent, mais non, c'est pas notre métier. Et alors, justement, habile transition, parce que nous allons parler de streaming musical. Voilà. On va parler de Tidal. Tidal, vous les connaissez peut-être oui, peut-être pas. En tout cas, Tidal, c'est une plateforme de streaming, et ils ont décidé de frapper un grand coup en supprimant les royalties pour la musique 100% générée par IA, avec un étiquetage obligatoire. Donc, une décision assez audacieuse, éthique, on peut juger ça comme ça. Et alors, toute musique 100% générée par IA à partir du 30 juin, à partir d'aujourd'hui, ne sera plus rémunérée. Enfin, transparence. Parce que c'est vrai que chez les Deezer et Spotify, on sent que Deezer essaie de combattre ça, mais il y a tellement de titres créés, c'est compliqué d'être à jour. Alain, comment il faut voir cette annonce ? Alors, aujourd'hui, premier élément, on est rentré dans un monde où créer du contenu, que ce soit de la musique ou autre chose, c'est un coût qui tend vers zéro, et c'est un temps qui tend vers zéro aussi, à cause ou grâce à ces outils d'IA générative. Du coup, conséquence de ça, c'est qu'on a une abondance mais colossale de nouveaux livres qui débarquent sur Amazon, de nouvelles musiques qui débarquent sur les plateformes de streaming, conçues par des IA, entièrement conçues par IA. Bon, ça c'est le premier élément. Donc effectivement, en tant que plateforme, elles ont la nécessité, avant d'être éthiques, de défendre leur business model.
Je suis désolé d'être un peu prosaïque sur le sujet, mais évidemment, c'est compliqué finalement d'avoir du contenu, on va dire, généré par IA. On sait, parce qu'il y a des études qui sont réalisées sur le sujet, qu'un auditeur, on va dire lambda, fait pas nécessairement la distinction entre un contenu généré par IA et un contenu généré par de l'humain authentique. Et on l'a vu, puisqu'on en a régulièrement parlé ici, notamment avec François Sorel, que voilà, il y a des groupes totalement IA qui ont été premiers au box-office dans la country, je parle aux États-Unis. Mais la réalité, c'est que tu peux faire du très bon contenu musical en utilisant de l'IA. Et c'est là où on va voir que c'est ambigu. C'est un peu compliqué comme sujet. Donc il y a vraiment la défense déjà de leur business model. Après, quand tu regardes ce qu'a dit le bureau du copyright américain sur le sujet, c'est assez facile. C'est que s'il y a une intervention humaine suffisante, alors tu peux poser un copyright et donc revendiquer une forme de création humaine. Et là, on voit bien que, en fait, on est face à une boîte noire. Parce que, quelle que soit la plateforme, quand elle met en place un filtre, on les connaît pas, les critères. Moi, je m'amuse, parce que pour le coup, la musique, c'est une de mes passions. Donc, je m'amuse à créer des musiques. Tu as fait une musique avec IA. Mais j'en ai fait plein maintenant. Oui, mais tu avais fait un carton une fois. Ouais, aujourd'hui, en l'occurrence, l'hymne non officiel pour les JO a été écouté plus de 8 millions de fois sur TikTok. Ouais. Bon, pour un truc fait en 3 heures. Je suis musicien à la base, donc mais quand même, ça soulève énormément de questions. Mais du coup, tu vois, sur le filtre, quand bien même tu es sur un processus qui respecte la loi au sens du copyright, du bureau du copyright américain, tu te retrouves filtré par les plateformes sur la base de critères qui sont quand même tout sauf transparents. Ouais. Et cerise sur le gâteau, j'ai fait le test, en fait, ce système-là, tu peux aussi les contourner, c'est-à-dire que la fiabilité de ces systèmes est encore à prouver. Donc aujourd'hui, on a quand même un écosystème autour de la musique qui est très embêté parce qu'il y a tout ça qui se joue en même temps. Et après, est-ce que finalement on a besoin de cet étiquetage ? Oui, je pense que c'est une bonne chose, notamment une des positions, c'est de dire c'est compliqué de diffuser des musiques qui ont été entraînées sur des musiques soumises à droit, dont les artistes et les auteurs ne sont pas rémunérés. Enfin, c'est quand même ça aussi le point de départ. Et ce truc-là, il est toujours pas tranché. T'as les grands groupes, les grands labels qui ont démarré des procès, mais on n'a pas l'aboutissement du procès. Tu as en France une exception où on essaye, c'est actuellement au Sénat, la SACEM pousse une loi d'inversion de la preuve, c'est-à-dire plutôt que de partir du principe que les outils d'IA n'ont pas utilisé les droits, les titres soumis à droit, on va partir du principe qu'elles ont utilisé. Et charge à ces entreprises-là de prouver que non. On voit apparaître dans l'écosystème des générateurs à base de titres non commerciaux. Bon, spoiler, c'est moins bien. Voilà, tout ça est en train de se jouer, mais parce qu'en fait, on est dans une reconfiguration massive de finalement notre consommation de contenu avec des outils qui nous permettent de générer du contenu à foison. Plusieurs points pour rebondir. Le premier étant que je trouve que c'est un beau coup marketing de la part de cette plateforme Tidal parce que à titre personnel, on la connaissait moins. Ouais, voilà, en tout cas, on la connaissait moins. Donc déjà maintenant, on en parle ce soir et dans les médias. Ensuite, pour donner quelques chiffres, Deezer avait communiqué récemment que 44% des nouvelles musiques qui apparaissaient au quotidien sur la plateforme étaient, selon eux, générées avec de l'intelligence artificielle. Donc on parle quand même de volumes vraiment colossaux. Et ensuite, je pense que l'IA va nous montrer à quel point l'industrie de la musique va continuer à se transformer. Oui. Déjà avec le streaming et les abonnements à 8-10 euros par mois qu'on paye tous pour écouter de la musique, on voit aujourd'hui que pour les vrais artistes, donc les humains, aujourd'hui la vache à lait, c'est vraiment les concerts. Quand tu regardes le prix en fait des tickets de concerts pour des artistes plus ou moins connus, d'ailleurs, c'est devenu excessivement cher et aujourd'hui ça représente une grosse partie en fait des revenus pour les artistes et pour les labels d'ailleurs. Donc je pense que cette trend qu'on voit aujourd'hui avec l'IA ne fera que accélérer cela. Et pour rebondir sur ce que tu disais, moi à titre personnel, je suis quand même partisane sur le fait qu'il y ait un espèce de
je sais pas, de filtre ou une espèce d'indication que effectivement ça a été fait avec de l'IA. Après, c'est vrai ce que tu disais, à quel degré vraiment l'IA a été utilisée. C'est la difficulté de savoir. C'est la difficulté. Et puis au final, on reste, tu restes quand même créateur aussi. C'est toi qui crée quelque chose, même si c'est fait avec de l'IA, mais c'est par rapport à ce que tu as demandé aussi. Donc je pense que tous ces débats qu'on voit aujourd'hui vont être rapidement tranchés. Et ce qui est drôle, c'est que notamment sur les livres, par exemple, tu l'as évoqué, il y avait des questions de la part des régulateurs européens, notamment ça il y a quelques années, moi quand je suivais le secteur des livres pour le Figaro, est-ce que c'est eux qui allaient trancher sur le fil que tu dois mettre, IA, etc. Et en fait, on voit aujourd'hui que tous les acteurs commerciaux font individuellement leur choix et qu'il n'y aura pas forcément une réponse pour que tout le marché devra appliquer. Alain ? Et le sujet va être de plus en plus complexe parce que l'IA descend dans le processus créatif. C'est-à-dire que quand on dit « j'interdis les titres 100% IA », oui, effectivement, si tu es sur un titre fait avec un prompt assez basique qui te génère un truc assez basique, et ça, honnêtement, c'est comme ça que ça marche. Tu fais du basique en entrée, tu as du basique en sortie, pas grand-chose de créa là-dedans. Ça, c'est plutôt assez pertinent. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, tu peux insérer de l'IA dans énormément d'aspects très précis de ta production. Du coup, ça génère une empreinte IA qui peut être détectée positivement par les algorithmes, alors qu'en fait, tu as un vrai processus créatif derrière. C'est là où il y a un sujet, en fait. On voit ça dans le cinéma. Là. On a un ami là, qui fait beaucoup de films cinéma, c'est des séances assez courtes, mais finalement, il est très créatif parce qu'il dit, tiens, telle partie, je veux la filmer avec une caméra, avec un effet de la caméra Sony, numéro je sais pas quoi, parce qu'elle donne un peu ce ton-là. Luc, ce qu'il faut voir aussi, et toi tu es bien placé pour le dire, c'est que cette IA aussi, ça permet d'ouvrir aussi, de s'ouvrir. On se sent pas trop créatif, on dit tiens, j'aimerais bien jouer de la musique, être un peu créatif, et on va utiliser l'IA. Moi, je fais attention au vocabulaire toujours, donc déjà pour l'instant, je dis toujours que l'IA ne crée rien. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelait l'IA générative, l'IA génère. Elle génère ce que moi je crée potentiellement, d'accord. Donc il y a divers niveaux de création et de créativité, effectivement. C'est-à-dire que je parie aujourd'hui, et sans aucun problème, je suis sûr de gagner, que toutes les musiques, d'une manière ou d'une autre, il y a de l'IA dedans. Ouais. Toutes, de toute façon. Parce que pour aller retoucher un truc, je veux dire, avec tous les logiciels qui sont derrière, de toute façon, il y a de l'IA. Donc ça ne veut plus rien dire. Oui, même dans la musique, la guitare va être corrigée. Avant, on disait l'électro, machin, un truc. Je veux dire, il y a de l'IA dans toutes les musiques. Maintenant, ce que disait Alain, c'est tout à fait correct. C'est-à-dire que tu peux faire un prompt de merde, ça va te donner une musique de merde, d'accord, et ça va te donner un truc plat, non intéressant et tout ça, mais que les gens ont écouté parce qu'il y a des gens, ils s'en foutent, d'accord. Et puis tu peux faire des trucs super sophistiqués, comme tu l'as cité par exemple avec ton cinéaste, où tu peux faire des trucs super léchés. Tes prompts sont des prompts qui font des pages et des pages qui expliquent exactement ce que tu veux. Et là, c'est toi qui crée, parce que c'est toi tu as cette vision, c'est toi le créateur, c'est toi qui maîtrise le truc. Mais parce que tu es un musicien, parce que tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Moi, je suis nul en musique. Je peux te dire un truc, je peux t'assurer que je peux faire le plus beau prompt du monde, que ce que je vais débiter comme parole pour pouvoir expliquer ce que je veux faire, à la fin, ça va être du caca. Ça ne sera pas dans les charts, ni français, ni américains. Allez, on termine. Merci en tout cas d'avoir suivi ce sujet-là. On termine on va partir dans l'espace. Alors, on y sera dans l'espace dans quelques minutes, puisque aux alentours de 20h45, nous recevrons la start-up TrustMe. Vous allez voir, c'est passionnant ce qu'ils font aujourd'hui. Vraiment, c'est un laboratoire issu de Polytechnique et du CNRS. Et ça y est, ils ont créé leur société. Enfin, vous allez voir, il y a des choses incroyables. Et là, c'est Rocket Lab. Alors, Rocket Lab, c'est l'entreprise qu'on n'avait pas vu venir. D'ailleurs, peut-être qu'ils ne feront que passer comme une roquette, parce qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent aujourd'hui. Ils sont capables de sortir, ils annoncent qu'ils vont sortir 8 milliards de dollars pour acheter, quelque chose qu'on connaît mieux, c'est le réseau Iridium pour 8 milliards de dollars. Donc, on va voir. Alors, Rocket Lab, eux, ils ont des capacités de lancement, et puis Iridium, c'est des satellites. Et leur objectif, vous l'avez compris, c'est d'aller concurrencer les Starlink, Alain. C'est génial, parce qu'avec ce mouvement-là, ils n'ont même plus de lancement à faire.
Non, mais du coup, tu vois, en fait, effectivement, l'enjeu, c'est d'aller rentrer en compétition avec les Starlink et autres acteurs du sujet. Ils achètent effectivement un acteur déjà en place avec une constellation de satellites. Avec les fréquences, c'est ça qui est important aussi. Ouais, c'est ça. Donc après, compte tenu de leur activité, c'est vrai que c'est un peu étonnant parce qu'ils sont déficitaires. Donc de là à aller chercher 8 milliards à mettre sur la table pour acheter, bon, c'est voilà. Moi, et puis pour moi qui fais un peu de bateau, Iridium, c'est surtout quand on est un peu paumé au milieu de l'océan qu'on l'utilise. Enfin, le principe d'Iridium, c'est effectivement, tu peux appeler n'importe quel point de la planète et souvent les points les plus éloignés. Enfin, ça a été le truc de base. Donc, j'ai pas eu le temps de regarder les caractéristiques techniques de la constellation de satellites, mais en tout cas, on voit bien quand même qu'il y a aussi un sujet en termes de nouveaux territoires géopolitiques et de convergence autour des technologies et des enjeux géopolitiques. C'est quand même la maîtrise de l'espace, la maîtrise des télécoms depuis l'espace, dans l'espace, et là aussi, ça serait probablement assez intéressant qu'on se réveille un peu en Europe. Ils donnent quelques chiffres, ils disent, alors la réaction boursière, c'est plus 16% pour Rocket Lab, plus 25% pour Iridium. Rocket Lab dit on a un carnet de commandes qui est déjà plein, on va fournir 400 à 500 systèmes par an, et ça va doubler chaque année. Notre cible, c'est les professionnels, les médecins, les notaires, les téléconsultations, les marchés gouvernementaux, là où Starlink est moins présent, voilà, ils visent ce côté B2B. Luc, comment tu vois ce marché de la space tech qui est en train, alors évidemment, qui a été boosté par un certain Elon Musk avec ses fusées. On connaissait évidemment ce géant, la NASA, et puis là on a eu Elon Musk qui est venu tout bousculer. Et puis aujourd'hui, on voit, il y a quand même pas mal de startups qui viennent se positionner là, sur ce secteur. Elon Musk est venu tout bousculer, mais enfin, il a quand même bien bénéficié de la NASA. Oui, il faut le rappeler. Il faut aussi tout petit peu respirer là. Bon, moi, je connais que dalle dans les satellites. Mais en tant qu'ingénieur, tu es toujours un peu fasciné quand même. Je suis fasciné par les bêtises qu'on peut raconter, et ce qu'on veut faire, par exemple, aller coller des data centers sur Mars. Ça, je suis fasciné, je suis effectivement fasciné. Mais je pense que le business model de ces gens-là, je le connais pas, mais sachant qu'ils perdent des sous aujourd'hui et qu'ils veulent mettre 8 milliards pour acheter un truc, moi, ça me semble, encore une fois, un truc à la OpenAI, où je perds beaucoup d'argent et j'ai pas de business model, donc ça me l'air bien. Surtout qu'on voit beaucoup, je regardais un peu les consolidations, il y a Amazon qui a racheté Global Star pour 11 milliards 6, il y a Lockheed Martin qui a racheté Terran Orbital, alors ça c'était en 2024, Viasat a racheté Inmarsat en 2023, donc voilà, on sent qu'il y a cette consolidation. Après, comme tu dis, les data centers, quand on parle à des spécialistes, sont moyennement persuadés de la réussite du hasard. Vaut mieux les envoyer sous l'eau que les envoyer dans l'espace. Déjà sous l'eau, il y a eu des expériences qui étaient malheureuses, qui ont été malheureuses. Donc j'imagine même pas ce que ça veut dire sur Mars, quoi. Et même dans l'espace seulement, parce qu'on imagine aussi, parce que Musk imagine aussi quelques data centers en orbite. Je veux dire, les temps de liaison, puis le refroidissement, il n'y a pas d'air. Ouais, mais non, mais enfin, je veux dire, quelque part, quand tu parles avec des gens après qui sont dans le domaine, ils disent oui, mais c'est des technologies qui n'existent pas aujourd'hui, qui vont exister bientôt. Bonne chance, les gars, d'accord. Moi, je suis un innovateur, donc je suis content. On va faire des trucs, mais là, il va falloir faire vraiment des trucs. Je veux dire. Oui, comme tu le disais, on voit beaucoup de consolidation dans le secteur. On voit une volonté d'être plus intégré de façon verticale. Et aussi, après, pour donner d'autres chiffres, aujourd'hui, l'entreprise qui rachète, ils ont à peu près 2,5 millions d'abonnés. Moi, je me pose la question du potentiel d'abonnés aussi, franchement, parce que même quand on voit en Europe aussi les abonnés, par exemple, de Starlink, est-ce que vraiment il y a un énorme marché pour ça ? Je sais pas, parce qu'il y a vraiment des besoins énormes là-dessus. Est-ce qu'il y a un énorme marché pour ça ? Je suis pas sûre. Et après, 8 milliards... Il y a des marchés spécifiques, tu vois, dans la défense, dans l'IoT. Nous, oui. on appartient au groupe CMA-CGM, donc qui vient d'ailleurs de lancer le plus grand, porte-conteneur il s'appelle Notre-Dame. Il fait 24 000, il transporte 24 000 conteneurs. Allez voir les photos sur Internet. On parle pas seulement parce que c'est notre actionnaire, mais rien que là, c'est un monstre. Enfin, c'est immense. Mais rien, voilà, pour le transport maritime, on a besoin de liaisons, et ça peut
peut y répondre. Et après, tu sens aussi, ces 8 milliards, ils sont déficitaires. Il y a des banques aussi qui prêtent là derrière, et ça montre quand même cette acquisition aussi, la frénésie qu'il y a aujourd'hui dans le secteur financier pour financer, faire partie de la moindre activité qu'il y a dans ce secteur spatial, et c'est assez fascinant. Et pour certains, je me dis qu'ils font ces paris, qu'ils mettent beaucoup d'argent sur la table, à voir dans 10 ans ce que ça donne. Et après, la rapidité à laquelle on va pouvoir voir ces innovations se créer, et puis après trouver leur marché, là c'est assez incertain. C'est vrai ce que tu disais, parce que ne serait-ce que pour le tourisme spatial, on dit vous allez voir, tous les milliardaires vont se précipiter pour aller dans l'espace, à part les derniers lancements, enfin à moins qu'il y en ait des secrets, mais j'en ai pas vu beaucoup aller faire un tour dans l'espace. Je suis d'accord, mais ça c'est ce qu'il te disait il y a 10 ans. On a eu 2-3 lancements, il y a 8-10 mois, mais depuis... et puis une autre équation, alors je sais que pour certains ça les inquiète un peu moins, l'équation environnementale, parce qu'une fusée qui décolle, ça fait quand même beaucoup d'ergols, enfin de tout ça, de tous ces carburants brûlés. Et on va en reparler justement de ces carburants dans un instant avec TrustMe qui fabrique des moteurs électriques pour des satellites, notamment au Japon, mais l'entreprise elle est bien française. On recevra dans un instant sa fondatrice. Et puis on parlera aussi dans un instant de Spokeo, qui est un casque pour communiquer plus simplement avec les malentendants. Voilà, c'est pour les troubles auditifs. Et puis bien entendu le Tech Flash de Léa Benaïm, c'est dans un instant. Il nous reste à vous remercier tous les trois. Luc, Julia, merci infiniment d'être passé par le plateau de Tech & Co. Alain Goudet, directeur général adjoint de Neoma Business School, merci. Alain, c'est la fin de l'année scolaire, mais voilà, il faut déjà préparer la suivante. Exactement. Avec des étudiants, on entend beaucoup des étudiants de commerce qui tendent beaucoup vers l'IA. On entend beaucoup aujourd'hui qu'on va être beaucoup plus généraliste de ce côté-là. On hybride de plus en plus les compétences, très clairement. Et qui ont des difficultés à trouver un travail ? Pas plus que ça. Non, eh bien, faudra qu'on fasse une émission là-dessus. Oui, eh bien, on peut débunker ça. Ouais, ben on le fera la rentrée. Mais il y avait une étude d'ailleurs, je crois, c'est toi qui l'avais sorti de dire que finalement les entreprises qui investissent dans l'IA, elles continuent quand même à embaucher des jeunes, et c'est pas plus mal parce qu'il faut préparer la suite. Claudia Cohen, journaliste chez Bloomberg, merci d'avoir été avec nous. Allez, on marque une courte pause. Le Tech Flash, Léa Benaïm dans un instant, et nos deux invités, casque pour les malentendants et nouveau carburant pour du New Space. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Allez, on est encore ensemble pendant une demi-heure dans Tech & Co. Puis bien entendu, retrouvez-nous sur les plateformes podcast, replay et YouTube. Et tout de suite, ce qu'il faut retenir de l'actu tech de la journée avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir Fred et bonsoir à tous. À la une, Google lance ses fonctionnalités IA dans son moteur de recherche en France, et ce dès cet été. Lancé aux États-Unis il y a plus de 2 ans, la France faisait partie des derniers pays à ne pas encore y avoir accès pour des questions réglementaires. Google qui a en parallèle envoyé aujourd'hui un courrier aux éditeurs de presse inquiets de cette arrivée. L'entreprise leur promet contrôle, transparence et rémunération. Et puis l'explosion des prix de la RAM pourrait se terminer devant les tribunaux. Une action collective a été déposée aujourd'hui en Californie. Elle accuse les 3 géants du secteur, Samsung, SK hynix et Micron, qui contrôlent à eux seuls plus de 90% du marché, d'avoir volontairement limité leur production pour faire grimper les prix. Une entente secrète qui pourrait leur coûter cher si les faits sont confirmés. Et puis toujours concernant l'explosion des prix de la RAM, la facture s'annonce salée pour la future PlayStation 6. Plus de $1000 selon un dernier rapport, de quoi compenser le coût de fabrication de la console qui serait désormais de $960, soit $200 de plus qu'il y a 3 mois. Et ce, sans compter bien sûr l'assemblage, le transport, l'emballage ou encore la marge des revendeurs. La PS6, dont la sortie est prévue d'ici l'année prochaine, pourrait ainsi devenir la console la plus chère jamais lancée par Sony. Dans l'actualité, des taxis autonomes, Uber et Waymo mettent fin à leur projet pilote dans la ville de Phoenix aux États-Unis après 3 ans et des milliers de courses. Les véhicules seront désormais exclusivement disponibles via l'application de la filiale d'Alphabet et non plus sur Uber, qui de son côté a annoncé le lancement d'un nouveau service en Arizona sans toutefois préciser l'identité de son partenaire. Et enfin, Tidal dit oui à la musique IA mais refuse de rémunérer ce qui la publie.
La plateforme de streaming musical vient d'annoncer une politique inédite dans le secteur. Les chansons générées par IA ne pourront plus être monétisées, et ce à partir du 15 juillet. En revanche, les artistes qui utilisent l'IA comme simple outil d'aide à la création continueront, eux, à percevoir des royalties. Et pour finir avec Frédéric ici même, on vous donne rendez-vous à 22h30 sur BFM Business pour Tech Co Business, votre rendez-vous de la tech B2B. Et au programme cette semaine, la Maison Blanche qui dicte désormais sa loi aux géants de l'IA avec Mythos et GPT 5.6 sous la tutelle de Washington. Et on écoute un extrait. En fait, si on regarde l'histoire, toutes les technologies puissantes à un moment ont été régulées. L'aéronautique à un moment a été régulée. La cryptographie, on s'en souvient, avait été régulée. Il y a même eu une pub d'Apple sur le Power Mac, je ne me souviens plus lequel, parce qu'en fait, il dépassait la puissance de calcul maximale qui imposait une restriction à l'export. Il y avait une vieille réglementation qui n'avait pas évolué. Donc on rentre là-dedans et les enseignements, il y en a deux. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir leadership technologique, il y a deux coups. Le premier coup, c'est qu'on paye, donc ça tout le monde l'avait en tête. Le deuxième coup, c'est qu'on attend, et quelquefois on attendra longtemps. Et c'est peut-être le deuxième qui va être le plus gênant, parce que 90% de la valeur d'une technologie, c'est dans ses usages. Donc si on ne peut même pas payer pour l'avoir, là on a un sujet de souveraineté. Voilà, donc Tech Co Business, ce soir, on parle évidemment de tout cet impact de ces modèles d'IA pour les entreprises. Allez, on va s'intéresser aux troubles auditifs tout de suite avec notre invité. C'est tout de suite Spokeo. Tech Co, la quotidienne, décryptage. Décryptage avec vous, Michael Usan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de Spokeo, un casque pour communiquer plus simplement avec les malentendants. Alors le casque, vous l'avez, si vous nous suivez en télévision, vous l'avez avec vous. Ça ressemble à un casque assez classique. Il y a ce petit micro aussi que vous nous avez montré parce que lui, il est important. Enfin, il est aussi important que le casque. Racontez-nous alors. Tout ça, ça vient. L'aventure, elle a commencé entre un opticien, deux experts de l'audio dont vous faites partie, et puis une innovation récompensée au concours Lépine l'année dernière, c'est ça, 2025, et donc ce casque. Alors ça ne fait, parce qu'évidemment il existe des systèmes pour les malentendants, pour amplifier le son, des petits appareillages, enfin voilà. Qu'est-ce que fait exactement votre casque, et puis surtout à qui il s'adresse? Parce que voilà, c'est pas pour se promener dans la rue avec son casque sur les oreilles. Plein de questions, effectivement. À l'origine, on est deux opticiens qui intervenons à domicile. On a vu beaucoup d'EHPAD et des infirmières en EHPAD qui nous ont dit c'est super ce que vous faites pour faire les lunettes aux petites dames en maison de retraite, mais au niveau des oreilles, on a un vrai problème. Oui. Et donc, on s'est creusé la tête, c'est pas une infirmière, c'est 5, c'est 10, c'est 20 qui nous ont dit la même chose. Donc, on s'est creusé la tête pour pouvoir trouver et leur apporter une solution pour que quand elles s'adressent à une personne qui est malentendante, non appareillée, qu'elle puisse avoir une solution. Parce que je vous interromps juste un instant, c'est vrai qu'on corrige beaucoup, on va tous chez l'ophtalmo pour régulièrement voir si notre vue baisse, enfin voilà, essayer de la corriger. L'audition, alors soit on le fait, on est dans une entreprise et on fait sa visite médicale annuelle ou bizarre, enfin voilà, enfin en tout cas c'est là où on y va, mais on va pas tellement corriger pour l'audition. Effectivement, grosso modo en France, il va y avoir 7 millions de personnes malentendantes. Et 7 millions. Oui, dont 60% ne sont pas appareillés. Oui. Et quand on veut parler à une personne qui n'entend pas bien, si elle n'est pas appareillée, l'idée, c'est à nous d'avoir la solution. Donc, si on est un aidant, si on est un soignant, si on est un établissement qui reçoit du public et qu'on a devant soi une personne qui n'entend pas bien, c'est à nous d'être équipés, de lui mettre le casque sur les oreilles, de mettre le petit micro en micro-cravate et la communication est rétablie. Voilà, donc c'est ça. C'est pour ça que les deux sont importants. Donc c'est-à-dire l'infirmier, le soignant, ou pourquoi pas aussi, si on reste dans la population des EHPAD, j'en parle assez facilement, ça peut être un notaire qui vient parler à des personnes âgées un peu qui entendent un peu moins bien. Donc lui, la personne s'équipe de ce petit micro, va parler tout à fait normalement, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors le patient, on met le casque sur les oreilles du patient. La communication se fait en Bluetooth entre les deux. Pourquoi Spokeo a gagné le concours Lépine en 2025? C'est parce qu'on a inventé la biconduction aérienne
et osseuse. Souvent, la personne âgée va faire des bouchons de cérumen. Ouais. Et grâce à la conduction osseuse, même s'il y a un bouchon de cérumen, le son va quand même arriver jusqu'à l'oreille interne. Il ne s'agit pas de mettre le son à 200 décibels dans les oreilles pour mieux entendre. Hein. On est sur la technologie, c'est ça, c'est la conduction osseuse. C'est la biconduction aérienne classique et osseuse en même temps. Et est-ce qu'il y a un peu d'intelligence qui permet de dire, tiens, faut accentuer un peu la partie conduction osseuse parce que tout le monde n'a pas le même niveau aussi de surdité. Ouais. Alors effectivement. 90% des pertes d'audition sont à peu près les mêmes. C'est ce qu'on appelle une perte en pente de ski, où plus on va dans les aigus, plus la perte est importante. Donc on a été sur cette courbe-là pour la compenser. Et là, on couvre un grand nombre des besoins. Et puis, on a paramétré 2 niveaux qui vont couvrir les pertes modérées. Et si on voit que c'est pas suffisant, que la personne tend encore un peu l'oreille, il y a un 2e niveau qui envoie encore un peu plus et qui va couvrir les pertes sévères. Et avec ça, on couvre 90% des niveaux de perte. Donc aujourd'hui, qu'on soit bien d'accord, ça s'adresse principalement des professionnels, ce type de solution qui est en lien avec des EHPAD, donc professionnels de santé. Je parlais des notaires, il peut y avoir. Oui. Vous pensez que vous avez réussi à convaincre le grand public ? Bien sûr, tous les aidants. Quand on a une maman de 90 ans qui entend pas bien et qui veut pas porter d'appareil auditif parce que ça la gêne, elle aime pas. Oui, c'est pas forcément agréable, parce que ça isole un peu. Il y a des gens qui s'y font bien, mais il y a des gens qui les refusent. Et pour cela, il faut apporter une solution, et c'est vraiment dans cet esprit qu'on a conçu Spokeo, pour que l'aidant, plutôt que la personne se renferme sur elle-même, que la relation se tende, la perte d'audition, c'est le premier facteur aggravant des maladies neurodégénératives. Ça veut dire que si la personne commence un Alzheimer et qu'en plus il y a une perte d'audition, l'Alzheimer va s'accélérer. Le casque aujourd'hui, alors je crois qu'il est vendu aux alentours de 600 €, on va dire, voilà, pour aussi. Ça fait c'est 5 mois de commercialisation, c'est ça aujourd'hui ? Alors ça fait 1 an et demi. Un an et demi, pardon, je crois que c'était beaucoup plus récent que ça. Les retours les plus marquants, vous avez quoi comme il y en a plein. Il y a une infirmière coordinatrice qui nous a rappelé en nous disant on a accueilli une nouvelle résidente, on pensait qu'elle était totalement démente. Et puis, je lui ai mis le casque sur les oreilles pour voir. On s'est aperçu qu'en fait, c'est une dame qui est très claire dans sa tête, mais c'est juste qu'elle entend très mal. On avait l'impression qu'elle était complètement dans sa bulle. On allait la mettre dans un niveau de dépendance très important. En termes de projet de vie, et en fait son projet de vie il est complètement différent à partir du moment où on s'est aperçu que c'est juste un problème de mauvaise audition. 2 choses, est-ce qu'avec ce type de produit, voilà, si on regarde un petit peu aller plus loin, on voit beaucoup ces lunettes intelligentes aujourd'hui qui ont aussi de la conduction osseuse, est-ce que ça pourrait être, parce que justement on pourrait la porter beaucoup plus souvent, parce que là le casque, il faut à la fois que la personne ait le micro, il faut que la personne ait le casque. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer un EHPAD avec chacun des soignants équipés d'un petit micro et des personnes âgées qui puissent avoir juste des lunettes dans lesquelles on pourrait incorporer votre technologie, c'est possible ça ? Alors la biconduction, effectivement, alors c'est nous qui avons le brevet, donc il n'y a personne d'autre qui peut l'utiliser. Vous pouvez travailler avec des lunetiers. On peut travailler avec des lunetiers, on connaît bien le métier, bien sûr. Après, combiner des lunettes avec une perte d'audition pour des personnes en situation de dépendance, ça complique beaucoup les choses parce qu'il faut la bonne correction en termes de verre, on l'a pas forcément, alors que là, elle entend pas bien, je lui mets le casque et là, la solution, elle est toute prête. Est-ce qu'on pourrait avoir, j'ai toujours de me projeter loin, mais on parle beaucoup de traduction aujourd'hui. Oui. On pourrait avoir. Il y a plein de projets. Voilà, les petits enfants qui viennent des États-Unis. Il y a plein de développements sur lesquels on travaille. Allez, je vous en dis quelques-uns. Le premier, c'est que plusieurs micros puissent parler à un seul casque. Quand on est ensemble en famille, à plusieurs, mamie porte le casque et tous les membres de la famille peuvent communiquer avec elle. Mais aussi, un micro va parler à plusieurs casques, parce que quand une animatrice en EHPAD va faire son animation, avec un seul micro, elle va pouvoir communiquer avec plusieurs personnes. Il y a beaucoup de choses possibles. Au niveau financement, vous en êtes où aujourd'hui ? On est complètement autofinancé. On a 3 fondateurs qui détenons l'intégralité des parts.
Eh bien, merci Michael Usan d'être venu nous parler de Spokeo. Voilà, je suis sûr qu'on a intéressé beaucoup de personnes ici. Puis l'exemple que vous avez cité avec la personne que l'on pensait démente et finalement c'était juste un problème de surdité, voilà, qui n'entendait pas bien. Ça va marquer tout le monde. Merci infiniment d'être venu nous présenter tout ça, ce casque Spokeo. Michael Usan. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve avec la rédaction de BFM Tech. Tech & Co, la quotidienne. La chronique BFM Tech. Voilà, chronique BFM Tech avec Salomé Ferrari. Bonsoir Salomé. Bonsoir. On parle beaucoup foot en ce moment, je crois que. Forcément. Pardon, ça n'a échappé à pas beaucoup de monde. Et qui dit match dit forcément des milliers de vidéos de fans sur les réseaux sociaux. Sauf que certains de ces supporters n'existent pas. Et c'est ça, et des supporters ou plutôt des supportrices. Parce que sur TikTok, Instagram ou X, des vidéos de jeunes femmes parfaites dans les tribunes accumulent des millions de vues. Décolleté plongeant, sourire parfait, visage de poupée. Tout semble réel, sauf l'essentiel, c'est qu'elles n'existent pas. Elles n'ont pas pris l'avion pour le stade, elles n'ont pas chanté dans les tribunes, elles n'ont d'ailleurs même jamais assisté à un match. En fait, ce sont des visages générés par IA qui ont été créés dans un seul but, capter notre attention. Et ça marche pour le plus grand plaisir des créateurs, parce que sur les réseaux sociaux, plus une vidéo circule, plus elle rapporte, et peu importe qu'elle soit vraie ou fausse. Alors, une partie de ces comptes redirige ensuite vers des plateformes payantes, comme OnlyFans ou FanVu, certaines vers des arnaques, oui, souvent. Et il y a même des petits qui ont décidé de vendre des packs de prompts, des recettes pour générer soi-même des influenceuses IA. Bref, c'est un business, tu as compris, qui rapporte pas mal. Et alors, ce sont toujours des femmes qui sont mises en scène. Et oui, parce que en fait, ça génère plus d'engagement. Donc forcément, les créateurs, ils mettent en scène des femmes hyper sexualisées. Ça attire l'attention sur les réseaux sociaux et ils exploitent à fond ce levier. Alors le phénomène, il n'est pas nouveau, parce que si on regarde les diffusions des matchs, souvent les caméras, elles se braquent sur les supportrices qu'on juge un petit peu plus photogéniques. Et ça, c'est ce qu'on appelle du honey shot. Sauf qu'avec l'IA, forcément, on change d'échelle. Là, on n'a même plus besoin que ces supportrices existent. L'image peut être produite à l'infini, adaptée à n'importe quel contexte et diffusée à grande échelle. Et on peut déceler parfois quand c'est l'IA. Oui. Tu t'en doutes, il y a forcément des petits trucs qui nous disent effectivement des mains, figés, des gestes figés, des chronomètres un petit peu bizarres. Mais en fait, dans le flux des réseaux sociaux, on fait pas attention, on scrolle et forcément, on passe un petit peu à côté de l'IA. Et en fait, ces images, elles ne se contentent pas de tromper, elles renforcent aussi un standard de l'image, de la beauté très standardisé, parce qu'on le sait, les IA sont loin d'être neutres, elles sont entraînées sur tout Internet. Du coup, elles reproduisent sans cesse des visions très standardisées de la femme. Et ça, ça peut avoir des conséquences très réelles sur le développement des jeunes qui regardent justement ces images et aussi sur la vision qui est véhiculée des femmes dans la société. Voilà, donc faites bien attention quand vous regardez les matchs de foot. Voilà, tout n'est pas forcément juste. Le match, a priori, lui, est juste, mais voilà, dans le public, pas forcément. Merci Salomé Ferrari de tous ces sujets que l'on retrouve bien entendu sur la plateforme BFM Tech. Merci d'avoir été avec nous, journaliste à BFM Tech. Allez, tout de suite, on part dans le New Space. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Et notre invitée Anne Esland, je le prononce bien? Oui, très bien. PDG, cofondatrice de TrustMe, Trust avec un H au milieu, voilà, pour ceux qui nous suivent en radio et qui voudraient vous retrouver. Vous fabriquez, alors on va revenir dessus, fondé en 2017, issu des CNRS de l'école polytechnique. Vous fabriquez à Verrières-le-Buisson, c'est pas loin d'ici, c'est dans l'Essonne, le sud de Paris, des systèmes de propulsion électrique pour satellites. Alors, d'habitude, pour les connaisseurs, on emploie ce qu'on appelle les gaz nobles, le xéon, le krypton, et puis vous utilisez un autre gaz, l'iode solide. Alors, expliquez-nous d'où vous est venue cette idée? Cette idée est venue parce que dans le début de 2010, quand tout le SpaceX a commencé, New Space a commencé, on voulait miniaturiser les satellites. Et pour miniaturiser les satellites, il faut aussi miniaturiser tous les sous-systèmes. Et le sous-système le plus complexe, c'est le propulseur ou le moteur, entre guillemets, sur les satellites pour déplacer quand ils sont déjà en orbite. Parce que, expliquez-nous, un satellite, c'est pas quelque chose d'inerte. Alors déjà, quand il est selon la taille, il peut déployer des panneaux, etc. Mais il a aussi ses petits moteurs pour faire des corrections de trajectoire. C'est exactement. Ça. Il faut le déplacer, il faut changer l'orbite, il faut se déplacer un peu. Ils ne sont pas une brique neutre dans l'espace. Et pour ça, on a besoin de propulsion. D'accord. Et pour la propulsion électrique, c'est très, très efficace. Et c'est pour ça qu'on utilisait avant les gaz nobles. Mais ces gaz nobles... Qui ont la particularité de pouvoir justement fonctionner dans l'espace, voilà, de pas... Oui, il est inerte, il est très efficace pour générer ces faisceaux d'ions qu'on utilise. Mais le stockage est sur haute pression.
Oui. Donc, c'est un risque d'explosion. Et aussi, c'est pas très efficace quand on va le stocker. Ah, c'est pas que de la production. J'imagine, il faut déjà en produire. Donc, il faut déjà trouver tous les producteurs, la chaîne logistique, tout ça. Mais une fois qu'ils sont dans l'espace, là aussi, on a un souci de pression, de conservation, d'usage. Il y a une haute pression, il faut des vannes, il faut plein de sous-systèmes qui est très complexe. Et donc, vous avez eu l'idée d'utiliser de l'iode. Oui. Et l'iode, c'est comme les cristaux de sel. Oui. En fait, l'iode, on mange tous les jours dans le sel. C'est ça qui nous rend très smart. Et en fait, l'iode, c'est particulier parce que quand on le chauffe, il peut sublimer directement au gaz. Donc, ça veut dire qu'il ne passe pas à l'état liquide. Oui. Donc, dans l'espace, on utilise comme les gaz nobles, la même technologie que les gaz nobles. Donc, c'est-à-dire, on a cette iode solide qui est, alors voilà, il est intégré dans le satellite. Exactement. Le satellite, part avec son lanceur. Son carburant. Voilà. Et une fois qu'il est positionné, qu'est-ce qui se passe alors chimiquement dans le satellite? Donc là, on a cette solide qu'on chauffe. Et il va directement au gaz. D'accord. Et là, ça produit ce carburant. On le chauffe même plus. Et là, on voit derrière nous, on a des faisceaux de lumière. Et ça, c'est des faisceaux de plasma. C'est très magique. En fait, on les chauffe plus et on a un état, quatrième état, qui n'est pas le gaz, mais qui est le plasma. Et on utilise ces plasmas pour accélérer les particules et c'est extrêmement efficace pour les satellites. Et tout ça, ça vient, je l'ai dit, de travaux de recherche CNRS et École Polytechnique. Aujourd'hui, vous avez réussi à convaincre des industriels. Je crois que vous allez équiper des satellites japonais, c'est ça? Oui, on a des japonais. On est en fait sur le marché mondial. On a sur les petits satellites de moins de 200 kg, on est leader mondial. On a autour de 40% de marché sur les lanceurs de SpaceX récents qui fait le lancement de centaines de satellites en orbite d'un coup. Sur des Starlink, il y a aujourd'hui de l'iode solide? Non, sur les Starlink, ils sont beaucoup plus gros. D'accord. Mais les SpaceX, ils utilisent les Falcon 9 pour les lancer et ils lancent les centaines de satellites en le même temps. Et pour les derniers lancements, on a 40% de systèmes de propulsion électrique embarqués dedans. Et pour les fabricants de satellites, ça ne nécessite pas de... Enfin voilà, c'est un nouveau système quand même qu'il faut intégrer, mais ça ne nécessite pas de revoir complètement leur chaîne de production pour remplacer ce krypton, enfin le moteur qui se servait de krypton et de xénion par de l'iode solide. Oui, la deuxième innovation qu'on a fait, c'est que pas que remplacer les ergols ou les ergols, mais aussi intégrer tous les systèmes de propulsion dans une unité et un sous-système. Avant, on utilisait une vingtaine de fournisseurs de différentes technologies pour intégrer les performances de manœuvre dans l'espace. Oui, donc c'était extrêmement complexe. Aujourd'hui, parce que cette iode, il vient de quelque part. Alors, j'ai lu qu'il vient surtout du Chili. Du Chili et du Japon. Du Chili et du Japon. Ouais. Vous dites, vous occupez 40% du marché. Est-ce que tout le monde, puisqu'aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de petits satellites qui sont envoyés, on voit que ça commence ce marché du New Space est en train de naître. Vous voyez d'autres concurrents qui apparaissent avec cette technologie? Avec cette technologie, il y a certaines qui arrivent, mais qui ont essayé pendant des années, mais qui n'ont pas encore réussi. Donc, on espère que ça continue comme ça. Que vous ayez cette avance. Mais en fait, le New Space est vraiment en train de changer les paradigmes. On a vu ça avec les Rocket Lab et l'achat d'Iridium aujourd'hui. Oui, on en a parlé tout à l'heure. J'ai vu. En fait, ça change vraiment les donnes parce qu'aujourd'hui, ces acteurs de New Space qui étaient Rocket Lab aussi est en train d'aussi bouleverser les legacy space. Ah oui. Et maintenant, il n'y a plus comme SpaceX l'a fait avec le monde. Donc là, il n'y a plus le même écosystème qu'avant et on va dans l'ère spatiale industrielle. Et là, on commence de vraiment faire l'industrie du spatial avec une nouvelle infrastructure similaire que quand on a développé l'électricité ou quand on a développé l'Internet. En fait, l'infrastructure spatiale va être le même changement pour l'humain que ces deux infrastructures dans le passé. Aujourd'hui, Trust Me, en termes de business model, donc j'ai dit, vous avez signé avec
pour équiper une quarantaine, c'est ça, de satellites japonais. C'est quoi votre business? Est-ce que vous avez levé l'argent? Racontez-nous. Pas beaucoup. On a fait 4,5 millions d'euros de levée d'argent de Business Angels. Oui. Pas plus de capital que ça. On a eu beaucoup de soutien de l'État français et de l'Europe pour tout qui était R&D. D'accord. Et on a rentré très vite dans le marché. Et maintenant, on vit sur nos propres moyens. Parce qu'on est vraiment, on livre, on a vendu plus que 1000 systèmes qu'on va livrer là. L'année prochaine. Oui, c'est ça. Et on dit bien, ces systèmes sont fabriqués donc à Vierzon-Buisson dans le 91, dans un des départements au sud de Paris. Et donc là, ces systèmes, et ensuite vous les livrez aux fabricants de satellites qui vont l'intégrer dans leur système de propulsion. Donc on livre les fabricants ou les opérateurs de satellites et on fournit, maintenant on a autour de 80 satellites qui ont soutien avec nos clients. Et l'année prochaine, ça va être plus que 350 satellites qui vont être fournis avec nos systèmes de propulsion. Et je regardais une très très grosse partie de votre chiffre d'affaires est plutôt à l'international, alors États-Unis, Japon. 5% en France. 5% en France. Comment faire pour accélérer justement en France? Alors j'espère que notre émission portera un peu la voix de TrustMe auprès d'acteurs du New Space. Mais comment faire justement pour que les Français s'intéressent davantage? Les Français, il faut qu'on ose un peu plus. Oui, c'est ça. Qu'on vienne un peu plus positif. Je trouve que les Français sont un tout petit peu pessimistes aujourd'hui. Et il faut donner un... On prend moins de risques. On avait Eva Bernacke. On a un peu trop peur. On avait Eva Bernacke qui était ici sur ce plateau même avec François Sorel. Vous pouvez le retrouver en replay, bien entendu, il y a quelques jours. Elle disait oui, nous, une fusée explose, c'est un drame. Quand on voit ce qu'a fait SpaceX, alors avec l'argent de la NASA, tout ce qu'on veut, mais ça a explosé. Non, au contraire, on apprenait et on se disait, on a franchi une étape. Alors que nous, on est un peu plus timorés. On a trop peur de rater, on a trop peur de prendre l'avant. Quand j'ai commencé à TrustMe, par exemple, il y a 10 ans, les gens ne comprenaient pas qu'est-ce que je faisais. J'étais en belle carrière de recherche. Pourquoi changer? Et je voulais changer parce qu'il faut bouger. Votre feuille de route, ce sera 400 à 500 systèmes par an, là, dans un premier temps, voilà. Cette année, 400. On a doublé les productions chaque année et on va doubler l'année prochaine aussi et probablement l'année après. Et pour l'innovation technologique, ça va être quoi? Ça va être davantage de miniaturisation, c'est ça? Ce vers quoi vous allez tendre, vos recherches aujourd'hui? Là, en fait, les New Space, c'était beaucoup sur la miniaturisation. Oui. Maintenant, on voit un changement. C'est comme les iPhones ou les téléphones, on voulait petit. Oui. Tout d'un coup, il était trop petit, on ne peut pas l'utiliser et il grandit. Et dans l'espaciel, c'est la même chose. On a miniaturisé à mort, et après... On grandit et maintenant, les types taille de satellite autour de 200 kilos. Et dans le passé, c'était plutôt prédit 40 kilos. Donc, on a changé le paradigme un peu. Et c'est parce que le prix de lancement est beaucoup diminué. A diminué, bien. Donc, on change aussi nos paradigmes d'utilisation. Et un dernier mot, on parlait des Japonais, Amérique. On voit les Chinois qui sont en train de se lancer. On voit les Indiens. Là aussi, c'est des débouchés pour vous, pour TrustMe? Beaucoup. On est beaucoup sur la Asie en ce moment. Je viens d'une mission à Corée. Donc, le Corée du Sud est aussi quelque chose qui grandit. En septembre, on va en Inde. On aime bien cette côté de planète. Aussi dans les États-Unis et aujourd'hui, on est en train de préparer avec nos clients en États-Unis une start-up qui s'appelle Starfish qui va faire le premier docking avec 2 satellites de petite taille avec nos systèmes de propulsion. Donc ça, c'est assez excitant et on fait le content pour cette aventure. Et donc, vous avez réussi à associer donc, cette innovation avec, évidemment, dans le domaine du spatial. Merci Anne Esland, vous êtes PDG cofondatrice de TrustMe. Voilà, pour ces nouveaux systèmes de propulsion pour les satellites, pour les petits satellites. Voilà, c'est quand même de beaux engins. Merci d'être venu nous en parler sur le plateau de Tech Co. Tech Co, la quotidienne, c'est fini. On se retrouve en replay en podcast sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas, et puis allez sur X pour nous faire part de vos commentaires
sous tous les moments de cette émission. On se retrouve demain soir. Ici même, ce sera François Sorel. Moi, je serai pas loin pour continuer à débriefer toute l'actu tech. Excellente soirée sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.